À cet instant, et afin de bien comprendre tous vos propos et votre combat en faveur de la Savoie et de ses droits spécifiques, pourriez-vous nous offrir la performance de nous résumer de manière synthétique et en une dizaine de minutes l'essentiel de ce qu'il faut comprendre s'agissant de la Savoie, de son statut et de son avenir particulier au plan historique et juridique? Alors au plan historique et juridique, la Savoie bénéficie effectivement d'un statut dérogatoire et singulier. Si la Savoie a été rattachée à la France, c'est en vertu d'un traité international, c'est-à-dire que la Savoie a été un État souverain avant que d'être simplement réduit à deux départements, 73 et 74. Cette partition de la Savoie historique en deux départements résulte du texte même du traité de 1860 de rattachement, d'annexion de la Savoie, qui indique expressément que la Savoie historique, l'État de Savoie, la principauté de Savoie, le duché souverain de Savoie, quels que soient les mots que l'on utilise, seront administrés par la France sous la forme de deux départements. C'est dans le texte du traité de 1860. Pour résumer le problème actuel de la Savoie et son avenir, il faut d'abord intégrer cette spécificité de la Savoie concernant son statut juridique international. Ensuite, comprendre qu'à la suite de la Deuxième Guerre mondiale et de la création de l'ONU, un certain nombre de textes et de normes juridiques sont apparus au plan international et que ce nouveau dispositif onusien, pour être le plus synthétique possible, peut bénéficier, doit bénéficier à la Savoie. Lorsque la Savoie est rattachée à la France, elle l'est en vertu d'un traité international. Préalablement, elle est pendant plusieurs siècles signataire de traités internationaux. Aujourd'hui, qui se souvient que la Savoie a des frontières, qu'elle a des postes douaniers, qu'elle bénéficie d'avantages spécifiques? Qui sait que la France a été condamnée par la Cour internationale de justice de La Haye déjà, s'agissant de la Savoie, c'était pendant l'entre-deux-guerres, à propos du non-respect des zones franches frontalières entre la France et la Confédération helvétique. Mais aujourd'hui, comprendre le problème de la Savoie, c'est déjà comprendre que son statut est international puisque c'était un État. C'est toute la différence d'ailleurs entre les mouvements dits indépendantistes et les mouvements que l'on appelle les mouvements savoyens, les mouvements qui prônent l'autonomie, la sécession, l'indépendance de la Savoie, qui sont, à mon avis, anormalement qualifiés de mouvements indépendantistes. Ce sont des mouvements patriotiques. Est-ce que le général de Gaulle, se réfugiant à Londres, était un indépendantiste? Non, il résistait à ce que les droits spécifiques et la souveraineté de la France ne soient pas bafoués. De sorte que les gens qui connaissent l'histoire de la Savoie, qui connaissent l'histoire au point de savoir qu'un droit spécifique et des droits particuliers demeurent s'agissant de la Savoie et de ses populations, ces personnes ne sont pas nombreuses. Pourtant, c'est la réalité juridique de la Savoie d'aujourd'hui. Je ne suis pas passéiste, je ne suis pas en train de déduire de la splendeur passée de la Savoie un avenir particulier. Non, ce que je dis, c'est que la Savoie est administrée par la France en vertu d'un traité international qui est le traité du 24 mars 1860, celui-là même qui a sauvé la cour d'appel de Chambéry, et qu'un autre traité, le traité du 10 février 1947 signé à Paris, faisait obligation à la France de notifier ce traité, puis de l'enregistrer à l'ONU, que cela n'a pas été fait et que c'est bien embêtant, car ce traité signé à Paris, dont la France est donc particulièrement soumise à son respect et dans le texte et dans l'esprit,
ce traité du 10 février 1947 comporte un article 44 qui faisait obligation à la France de notifier le traité de 1860, puis de l'enregistrer à l'ONU, ce qui n'a pas été fait. De sorte qu'en 10 minutes, comment résumer l'affaire? Je suis entouré de personnes qui ignorent, non pas parce qu'ils sont ignares, ils ignorent parce que cela a été caché. Que la Savoie, ce n'est pas le département 1973, ce n'est pas distinct de la Haute-Savoie, département 74. Tout ça, c'est un pays qui a sa place dans la communauté internationale, c'est un pays qui se voit reconnaître par les premières instances concertées de l'Europe au Congrès de Vienne à la suite du démantèlement de l'Empire de Napoléon Ier, qui bénéficie d'avantages, en tout cas d'un statut très spécifique, et ce statut, il a au fil du temps disparu, il a été absorbé, les consciences se sont émoussées, et il y a également eu des destructions de documents, des destructions d'archives et des pressions qui ont été exercées afin que tout ça soit le plus possible oublié, mais ce statut historique et séculaire de la Savoie, il trouve un rebondissement qui n'est pas passéiste, mais qui est au contraire tout à fait d'actualité, puisque tout ça dépend de l'ONU. À l'ONU, il y a un traité signé à Paris. Le 10 février 1947, c'est le traité de paix avec l'Italie. Sommes-nous en guerre avec l'Italie? Non. Ce traité est-il en vigueur? D'évidence, oui. Et si on le lit à son article 44, on se rend compte que la France a souscrit l'obligation de notifier à l'Italie le traité de 1860, puis surtout de l'enregistrer à l'ONU, puisqu'à l'ONU, organe qui réglemente le droit international moderne, eh bien, il y a une obligation générale d'enregistrement de tous les traités dont on entend se prévaloir. Question, est-ce que la France a fait ce qu'il fallait pour pouvoir continuer de bénéficier des avantages que lui conférait le traité de 1860? A-t-elle notifié et a-t-elle enregistré, a-t-elle respecté son propre traité international qu'elle a elle-même enregistré à l'ONU en 1948? A-t-elle respecté ses obligations? Réponse non. Est-ce que cela a des conséquences immédiates? Oui. Est-ce que cela va bouleverser l'avenir et de la Savoie et de la France? Réponse oui également, car à partir du moment où la clé de voûte de l'arsenal juridique et de l'édifice normatif français repose sur un traité qui est abrogé, plein texte, il suffit de lire le traité de 1947, regardez si la France a rempli ses obligations. Est-ce que le texte comporte une sanction? Oui. Le traité de 1860, s'il est abrogé, la Savoie est redevenue souveraine. La Savoie est d'ores et déjà, si je ne me trompe pas, et si effectivement le traité de 1860 est abrogé, effectivement, la Savoie est d'ores et déjà souveraine, et j'ajouterais, en tant que juriste professionnel, que les cas d'annexion d'États souverains par d'autres États se sont produits régulièrement. Il y a de nombreux cas similaires ou analogues. Quelle est la position doctrinale? Qu'est-ce que la France, qu'est-ce que la diplomatie française a pris comme position concernant les annexions? Précisément, c'est de considérer qu'en cas d'annexion d'un État souverain par un autre, la souveraineté du pays annexé ne disparaît pas, elle est exercée par le pays annexant. De sorte que depuis 152 ans, la souveraineté de la Savoie n'a pas disparu, elle est exercée par la France en vertu d'un traité international. Et la question que je pose, est-ce que ce traité, en vertu duquel cette souveraineté est exercée, est toujours en vigueur? Et je réponds, hélas, pour la France, tant mieux pour la Savoie, mais à la limite, tant mieux également pour la France. Parce que, qu'est-ce que c'est la France? C'est la France
qui respecte le droit international. C'est la France, le pays qui est connu dans le monde entier pour avoir proclamé les droits de l'homme et donc le droit des peuples à disposer de leur avenir et de leur destin. Par conséquent, voilà, en résumé et en clair, le traité de 1860 a disparu, il est mort. Il n'est pas moribond, il est mort, puisqu'un traité moderne, signé à Paris, vient dire que ce traité est abrogé. Il est tenu pour abrogé pour n'avoir pas fait l'objet d'une notification et d'un enregistrement. Alors, les raisons pour lesquelles ce défaut de notification et ce défaut d'enregistrement ont eu lieu, ça c'est une question encore plus intéressante.